À 20h, mesdames, messieurs, bonsoir. Voici les titres. Vers une harmonisation intégrale des prix de l'électricité, la Sénélec va corriger le déséquilibre noté entre le monde rural et la zone urbaine. Une réunion d'échange a réuni l'ensemble des acteurs concernés. Qu'en est-il des bébés siamois opérés avec succès le 9 juillet dernier? 9 jours après leur séparation, les jumelles se portent très bien. Les siamois sont prêtes pour rentrer à la maison sous le regard de nos équipes. Et puis, gros plan sur le lac Rose menacé de disparition. Jadis paradisiaque, l'endroit a perdu sa couleur rose sous l'effet indirect des inondations et une situation qui a mis au chômage plus de 3000 travailleurs. L'enquête de la rédaction à suivre. Nous irons également à Diourbel, l'une des références dans l'enseignement coranique. La région dispose de plusieurs daras, aussi bien dans les villages que dans la commune. Une tradition religieuse qui s'est adaptée aux réalités du monde moderne. Basket, tournoi pré-olympique, le Sénégal bat le Mali et prend la première place du groupe A. Les Lions se sont imposés tout à l'heure devant les Aigles du Mali par 74-71. Bienvenue à tous. D'abord, la mise en œuvre du 3e plan d'action prioritaire du plan Sénégal émergent. La Direction générale de la planification et des politiques économiques DGPPE a convié le secteur privé à un atelier sur la formulation et l'élaboration du PAP 3 d'Eikoumayaï. Une cinquantaine d'acteurs du secteur privé ont pris part aux discussions initiées par le ministère de l'économie, du plan et de la coopération à travers la DGPPE. Cette concertation a permis le partage et l'amélioration du document concernant l'élaboration de la 3e phase du plan Sénégal émergent. Nous avons pris connaissance des propositions qui nous sont faites par le ministère de l'économie. Il y aura certaines propositions parce que là, il y a pas mal d'opérateurs économiques qui évoluent dans des secteurs d'activité différents. Et puis, chaque secteur peut, dans sa spécificité, demander quand même un accompagnement que peut-être le ministère n'a pas pris en compte et que le ministère devrait, si les propositions tout à l'heure qui seront formulées par les acteurs économiques seront reçues par le ministère, on verra en ce moment les secteurs d'activité qui ont entre guillemets été oubliés et en ce moment le ministère quand même prendra en charge quand même ces oublis. Une présentation approfondie des résultats des travaux sur le diagnostic et la stratégie de la formulation du PAP 3 du PSE a été faite. Nous avons identifié les principales contraintes. Nous avons transformé en des défis à relever pour en tout cas les 5 prochaines années, c'est-à-dire la phase 2024-2028. Et nous avons défini des objectifs stratégiques à atteindre. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase opérationnelle, logiquement, au niveau technique. Mais avant vraiment de poursuivre le travail, nous soumettons ce travail déjà à l'ensemble des catégories d'acteurs. C'est ainsi que nous avons reçu hier les élus locaux, nous avons reçu la société civile, nous les avons soumis le travail qui a été fait pour recueillir leurs avis et observations. Et aujourd'hui, nous soumettons en tout cas ce travail au secteur privé pour recueillir leurs avis et observations d'abord sur le travail qui a été fait, mais également pour nous dire sur les orientations qui sont fixées en termes de réformes à mettre en œuvre. Quelles sont les réformes majeures, les réformes clés qu'il faut mettre en œuvre pour disposer d'un environnement des affaires de classe internationale? Ça, c'est fondamental pour en tout cas vraiment l'émergence économique de notre pays, pour la création des richesses, pour la création d'emplois. Adopté en 2014, le plan Sénégal émergent est un référentiel unique de la politique économique, sociale et environnementale. Au terme de la rencontre, les conclusions découlant des travaux sur le diagnostic et la stratégie de la formation du PAP 3 du PSE ont été présentées. Des observations, avis, suggestions et propositions ont été recueillies. Autre idée retenue, l'harmonisation tarifaire intégrale des prix de l'électricité. Le projet fait suite à une disparité notée entre clients du monde rural et ceux des zones urbaines. Une rencontre d'échange a réuni Sénélec, concessionnaires privés et autres acteurs du secteur de l'énergie. Mamadou Sakine et Kaltom Gueye. L'exploitation de l'électricité est gérée en milieu urbain par la Sénélec, dans les zones rurales par des concessionnaires. Il est noté une disparité tarifaire selon les localités. Pour corriger cela, l'État a initié le système d'harmonisation tarifaire intégrale. Il s'est trouvé qu'à l'épreuve de l'exploitation,
que les tarifs de l'électricité étaient 2 à 3 fois plus élevés dans le milieu rural que dans le milieu urbain, ce qui constitue une aberration. Et sur cette base-là, l'État du Sénégal, dès 2018, a décidé de procéder à une harmonisation tarifaire en alignant le prix de l'électricité en milieu rural à celui pratiqué par Senelec qui était 2 à 3 fois moins cher. Payer le même montant d'électricité pour le même service par le citoyen à un prix pour les concessionnaires privés, c'est ce qui ressort du rapport de la phase transitoire après 3 ans d'exercice. Sur les contraintes identifiées, nous avons noté que en procédant à l'harmonisation tarifaire, cela fait découler un manque à gagner pour les opérateurs de l'électrification rurale et que l'État, jusqu'ici, s'est chargé de payer ces compensations-là. On a noté beaucoup de retard dans le paiement de ces compensations tarifaires. C'est aujourd'hui, on est là donc avec le FSE, les concessionnaires d'électrification rurale pour discuter et voir de manière pratique comment faire pour aujourd'hui que ces compensations puissent être payées à bonne date. Qui dit harmonisation tarifaire intégrale, dit augmentation pour une certaine catégorie de clients. L'objectif de cette rencontre est d'élaborer un plan d'action autour de toutes ces questions. Autre question, cette fois-ci liée à l'eau et l'assainissement. Le ministre en charge du secteur a présidé l'atelier de présentation du rapport du comité régional chargé du recensement des cas d'occupation de voies naturelles de drainage d'eau pluviale et de zones basses à Dakar. Compte rendu à Wandiaï. La prise en charge des inondations a toujours figuré parmi les priorités du chef de l'État. Le programme décennal de gestion des inondations 2012-2022 est axé sur la construction d'ouvrages. Ce programme, exécuté à près de 718 milliards de francs CFA, a abouti à des progrès importants. Des moyens colossaux sont mobilisés par l'État pour lutter contre les inondations. Des efforts énormes ont été consentis, des investissements considérables ont été déployés. Malheureusement, les vulnérabilités persistent, les mêmes causes conduisant aux mêmes effets. C'est pourquoi, Monsieur le ministre, je suis persuadé qu'avec cette initiative, nous sommes sur la bonne voie. Le ministère de l'eau et de l'assainissement a saisi le gouverneur de la région de Dakar pour instituer une commission régionale. Les domaines, le cadastre, l'urbanisme, l'aménagement du territoire, entre autres, se sont mobilisés pour montrer l'ampleur des dégâts dans la région de Dakar. On a dans le document indiqué qu'il y a 3546 occupations. Si on faisait l'hypothèse qu'en moyenne, parce qu'il y a des libérations peut-être qui vont coûter 2 millions, 3 millions, il y en a qui vont coûter peut-être 100 millions ou plus. Si on dit en moyenne peut-être 50 millions pour libérer chaque occupation irrégulière, ça fait 50 millions par 3 millions, ça fait 177 milliards. La matrice d'action prioritaire, la MAP qu'on prend pour lutter contre les inondations, en général, par année, c'est 1,7 milliard, 1,9 milliard, ça peut aller jusqu'à 2 milliards. Sans compter les autres moyens, quand il y a un plan hors sec, on met tout de suite 2 milliards. Si on dit, OK, chaque année, le pompage, le carburant qu'on prend et tout ça, ce que l'ONAS fait, c'est 6 milliards avec la MAP. C'est 177 milliards divisé par 6 milliards, ça fait 29 ans. Donc, ce qui veut dire que si vous investissez 177 milliards, vous pouvez les amortir sur 29 ans, 30 ans. La restauration des zones basses et voies naturelles d'eau pluviale constitue un impératif de résilience durable aux inondations. Un rapport avec des recommandations sera élaboré. Il sera donc important de poursuivre les efforts de restructuration urbaine et d'aménagement des zones d'inondation. Redonner au Centre national de formation et d'action de Rufisque son lustre d'antan, un atelier de validation politique du plan stratégique de son développement s'est tenu sous la houlette du ministère de la fonction publique et de la transformation du secteur public. Le CNFA fut un haut lieu de l'enseignement professionnel au Sénégal. Lamine Fall et Moussa Mané. Entre le Centre national de formation et d'action CNFA et l'excellence, le lien est ancien. L'histoire débute le 21 juin 1962
date à laquelle Mamadou Dia et Valdiodio Ndiaye inaugurèrent l'un des premiers centres de formation des agents de l'État du Sénégal post-indépendance. 61 ans après sa création, le CNFA fait face à de nombreuses difficultés qui ralentissent son efficacité. Actuellement, du fait de sa position, mais également du fait de son enclavement, le centre n'est plus à même de donner satisfaction aussi bien aux agents publics qu'aux citoyens qui viennent. Le CNFA a formé des générations d'agents de l'État compétents, motivés et dévoués au service public. L'heure est venue pour cet établissement de se renouveler, de se relooker, aussi bien dans les textes que dans les actions. Il est venu l'heure de repenser la fonction formation au niveau de ce centre, mais également de faire en sorte que le centre soit mieux positionné pour lui permettre d'être en phase avec les exigences de formation, mais également d'être en phase avec les exigences de transformation du secteur public. Parce que l'État accorde beaucoup d'importance à la formation, met beaucoup de ressources financières dans cette formation. Les enjeux de la formation des agents de l'administration sont énormes. Les autorités politiques l'ont bien compris en élaborant un document stratégique pour le développement du CNFA pour les 4 prochaines années. Le plan stratégique comporte beaucoup d'actions à mener, beaucoup d'idées dont la mise en œuvre devrait permettre au CNFA de s'adapter, de faire sa mue, si je peux m'exprimer ainsi. Et à cet égard, il est envisagé, bien évidemment, sa délocalisation. Repositionner le CNFA sur l'échiquier de la formation des agents de l'État, une vision ambitieuse qui intègre le programme d'appui et de modernisation de l'administration. Mais encore faudrait-il que les acteurs qui portent ce renouvellement soient assez outillés pour le matérialiser. Recrutement de 150 jeunes pour le Canada, une opération organisée par l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes, ANPEJ, en collaboration avec Galileo Partners. Les présélectionnés seront orientés vers l'électromécanique, l'agriculture, entre autres secteurs. Les précisions d'Amadou Diallo. Le pôle migration et mobilité professionnelle à l'international de l'ANPEJ est encore une fois mis à profit à travers ce partenariat avec Galileo Partners. 150 jeunes Sénégalais vont ainsi subir des entretiens d'embauche. Des jeunes Sénégalais qui vont aller au Canada pour travailler, ce qu'on appelle immigration régulière. Remercier aussi la jeunesse qui s'est fortement mobilisée pour une conférence d'explication. Je pense que c'était judicieux que les jeunes puissent entendre des propos rassurants venant des gens qui sont habilités à le faire. Parce qu'il y a beaucoup de pièges dans l'immigration. Le Sénégal fait face au défi de la migration irrégulière. L'ampleur du phénomène montre la nécessité de le combattre par des actions concrètes. Ces 150 jeunes qui sont concernés, qui seront recrutés dans différents domaines, comme l'hôtellerie, comme l'électromécanicien, pas mal de domaines, et qui vont bénéficier de contrats pour aller au Canada travailler. Cela est une satisfaction pour nous, parce que je le disais tantôt, c'est aussi une solution à la problématique de l'emploi des jeunes. Nous trouverons des emplois ici et nous accompagnerons aussi des jeunes pour aller dans l'immigration régulière. Et c'est le lieu, en tout cas, de présenter les condoléances suite au drame qui a frappé la jeunesse sénégalaise dans les eaux méditerranéennes. Galileo Partners s'engage aux côtés de l'ANPEJ pour dérouler son offre de services mobilité professionnelle à l'international auprès des jeunes Sénégalais. On a eu l'opportunité de travailler avec l'ANPEJ en amont de notre mission de recrutement international pour pouvoir diffuser à travers le réseau un appel à candidature pour différents, soit des postes pour lesquels on recrute présentement ou des expertises que nos clients vont rechercher prochainement. Et donc, de par cet appel à candidature-là, on a été en mesure de recevoir à travers nos canaux des candidatures très variées de Sénégalais avec qui on a pu faire des entretiens sur place et aussi prendre les contacts pour les contacter à l'avenir pour d'autres postes qui pourraient s'ouvrir. L'ANPEJ démultiplie ce type d'initiative pour promouvoir davantage la migration régulière aux fins de travail au Canada et dans les autres pays, tout en prenant grandement en compte les opportunités professionnelles existantes au Sénégal.
Autre rencontre, la cérémonie de graduation à l'ENSAE, l'École nationale de statistique et de l'analyse économique a remis les parchemins aux sortants de la promotion Abdoulaye Diop, président de la commission de l'UEMOA. Ils sont ingénieurs, analystes, évaluateurs à arriver sur le marché de l'emploi. La cérémonie s'est déroulée à l'UCAD 2, compte rendu Moussa Mané. Était à l'honneur la 13e promotion des ingénieurs statisticiens économistes, la 12e promotion des ingénieurs des travaux statistiques, la première promotion des analystes statistiques, enfin la 3e promotion du master aide à la décision et évaluation des politiques publiques. Nous honorons donc aujourd'hui 75 récipiendaires représentant 9 nationalités, Burkina Faso, Cameroun, France, Guinée, Mali, Niger, Sénégal, Tchad et Togo. Le Sénégal compte 43 récipiendaires, 7 ISE, 12 ITS, 10 ADEP et 14 AS. Aujourd'hui, nous revenons vers vous pour vous féliciter chaleureusement de vous en être sortis diplômés. J'exhorte donc aussi tous les autres élèves et étudiants en cours de formation à suivre votre exemple. Ces promotions ont comme parrain Abdoulaye Diop, président de la commission de l'UEMOA. Sorti de l'ENA, ce brillant inspecteur du Trésor a gravi les échelons jusqu'au poste de ministre de l'économie et des finances, un modèle pour ses diplômés de l'ENSAE. Son parcours exceptionnel, son engagement et ses réalisations exemplaires en font une source d'inspiration et de motivation pour chacun d'entre nous. Et nous sommes honorés que vous ayez accepté d'associer votre nom à nos promotions, chers parents. Et nous nous engageons à perpétuer vos valeurs dans notre future vie professionnelle. Vous êtes aujourd'hui aux portes de la vie professionnelle. Vous êtes armés de solides compétences. Il vous revient, à l'image des générations qui vous ont précédés, d'apporter votre pierre à l'édification de systèmes d'information statistique performants dans chacun de vos pays respectifs ou dans les institutions internationales. Établissement à vocation sous-régionale, l'École nationale de la statistique et de l'analyse économique Pierre Ndiaye est un creuset dans la formation des ingénieurs en matière de statistique économique. Pour atteindre ces objectifs, l'école ambitionne de s'agrandir. À ce titre, j'exhorte le directeur général de l'Agence nationale de la statistique à accélérer le processus de développement de l'ENSAE, en particulier le projet de délocalisation à Diamniadio, dans un cadre organisé en campus pédagogique et social, afin de garantir les conditions de travail, d'études, d'hébergement et de loisirs conformes aux directives de l'émergence. Revenant sur le parrain, le représentant du ministre a exhorté les récipiendaires à prendre exemple sur ce dernier tout au long de leur carrière, une carrière qui a déjà débuté pour la plupart de ses diplômés. Dans l'actualité également, l'inauguration ce matin à l'AIBD du Bureau d'accueil d'orientation et suivi BAOS en charge de l'immigration irrégulière. C'est dans le cadre du projet Gouvernance, Migration et Développement du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Objectif, participer à la prise en charge correcte de la question dans une démarche inclusive avec l'Union européenne. Lamine Touré. Ce lundi, une quarantaine de migrants ont été secourus à bord d'une pirogue au large du Cap-Vert. Selon les témoignages des rescapés, l'embarcation avait quitté la commune de Fass-Boye sur la côte sénégalaise. Par ces mots en toute courtoisie diplomatique, l'ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal exprime sa solidarité au peuple sénégalais. La localité de Fass-Boye, dans la région de Thiès, a enregistré 60 morts dans les eaux territoriales du Cap-Vert. Et c'est dans ce contexte que l'AIBD ouvre ses portes au BAOS, le bureau d'accueil d'orientation et suivi des Sénégalais. Ce bureau BAOS de l'aéroport est le 15e bureau que nous avons ouvert, sachant qu'il y a 14 bureaux ouverts dans les 14 régions du Sénégal. Nous avons aussi des points focaux installés dans les Sénégal Service au niveau de 32 départements. Ce bureau BAOS, aujourd'hui, nous permet d'accueillir des migrants de retour, des Sénégalais de la diaspora qui reviennent dans leur pays, qui veulent avoir des informations supplémentaires sur comment voyager
comment revenir au Sénégal, où investir, etc. Ce bureau BAOS est là pour eux. Le BAOS, c'est une plateforme active composée naturellement d'un local physique et d'un espace numérique ouvert aux bénéficiaires, un dispositif coordonné et animé par l'État et ses partenaires au développement de l'Europe de l'Ouest. Le parcours du migrant n'est jamais simple. Il engendre bien souvent de multiples défis sociaux, économiques, physiques, psychiques. Toutefois, la migration, lorsqu'elle se déroule dans un cadre sûr et régulier, est aussi une source de multiples opportunités, tant pour les migrants, leurs familles, leur pays d'origine que pour les pays d'accueil. Ce partenariat consolidé a permis au bureau d'accueil, d'orientation et de suivi de sauver des vies. C'est le cas de ce jeune dont le pronostic vital était prononcé après l'échec de son périple sur les côtes marocaines. Les migrants de retour qui m'ont signalé qu'il y a un jeune au niveau de Maroc qui est très malade et qu'il est condamné. Dans 4 jours, peut-être il va mourir, c'est ce qu'ils m'ont dit. Il ne peut pas marcher, il ne peut pas manger, il a des branchements un peu partout. On a fait le nécessaire pendant 3 jours pour qu'il puisse venir. Nous l'avons amené à l'hôpital Fann. Le BAOS a préparé sa place au niveau de l'hôpital Fann. L'inauguration du BAOS à l'AIBD est un pas de plus dans la prise en charge de la question de l'immigration irrégulière. En attendant, les jeunes continuent de périr douloureusement dans les abysses de l'océan. Préparatif de la 122e édition du Gamou de Tivaouane, les autorités locales prennent les devants pour un bon déroulement de l'événement. En CRD a réuni l'ensemble des chefs de service de la région de Thiès et du comité d'organisation du Mawlud. Des assurances ont été données sur les volets sécurité, santé et aménagement pour permettre aux fidèles tidianes de vivre leur foi dans la sérénité. Compte rendu, Fatima Tabadelba. Autour du gouverneur de la région de Thiès, des préoccupations ont été relevées par les membres du comité d'organisation du Mawlud. Des interpellations ont été faites et des assurances données par les chefs de service compétents. L'événement se tient cette année en plein hivernage. Des dispositions pratiques devraient être prises par les autorités chargées de la santé et de l'hygiène. Toutes les dispositions devront être prises du point de vue prévention, du point de vue même mise en place donc, des médicaments qui vont tenir compte des différentes maladies qui peuvent sévir en cette période d'hivernage. On va prépositionner aussi un certain nombre d'ambulances pour pouvoir intervenir en cas de nécessité, mais également fixer le personnel sur place. Et tout cela, ce sera sous la coordination du médecin-chef de région. Un autre aspect important à tenir en compte, c'est la sécurité qui sera renforcée dans ce contexte assez tendu. Nous venons donc de sortir de période plus ou moins mouvementée pour le Sénégal et nous tiendrons compte de ce contexte. Ce Gamou sera placé vraiment sous une sécurité renforcée. C'est pourquoi tout à l'heure, les forces de défense et de sécurité se sont engagées pour mieux renforcer la sécurité le long des axes routiers qui mènent vers Tivaouane, mais également pour renforcer la sécurité à l'intérieur même de Tivaouane, en mettant l'accent sur les grands lieux de regroupement. L'eau reste pour le comité d'organisation une priorité à Tivaouane. Depuis quelques années, une pénurie du liquide précieux est notée dans la ville sainte lors du Mawlud. Serigne Moustapha Sy Alamine, président du comité d'organisation, en appelle à l'engagement et à la responsabilité de tous pour un bon approvisionnement en eau. Vous savez que l'eau constitue l'un des piliers, des points de revendication de ce comité régional. Le ministère de l'Hydraulique, la SDE ou la CNO, l'ONAS, par rapport à tout ce qui concerne l'eau, le gouverneur en a fait. Je voudrais réitérer l'appel du calife. L'année dernière, nous en avons subi beaucoup de frayeurs qui ont vu que l'eau était manquante, surtout la veille et le jour du Mawlud.
Pour cette édition, les débats, panels et autres conférences tourneront autour de l'éducation des familles, mais aussi sur les valeurs de droiture et de discipline du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Serigne Habib Sy Ibn Serigne Mansour Sy s'est fait le porte-parole du Khalife général Serigne Babacar Sy Mansour. En son nom, il a présenté les condoléances de la communauté tidjane suite aux accidents de ces derniers temps, mais également aux décès tragiques liés à l'immigration clandestine. Il a prié pour la paix au Sénégal tout en demandant aux talibés de se conformer aux volontés du Khalife, de venir en masse mais dans le calme, le respect des vertus et valeurs religieuses de l'islam. Direction à Diourbel, l'une des références dans l'enseignement coranique. Avec sa connotation religieuse, la région dispose de plusieurs daras dans les villages comme dans la commune. Les sciences islamiques occupent une place importante dans l'éducation. Avec la modernité, certains daras s'adaptent aux réalités du temps. Dans l'univers des daras à Diourbel, avec Damsila. Dans la région de Diourbel, l'enseignement des sciences islamiques occupe une place de choix. À Yarwaï, village situé à quelques kilomètres de Bambey, et implanter des daras pour l'apprentissage du Coran et autres sciences. Ici, les apprenants viennent de partout pour acquérir le savoir. Les cours démarrent le matin, on marque ensuite une pause pour reprendre dans l'après-midi. Les apprenants étudient aussi la nuit et l'aube. En moyenne, c'est 70 élèves, garçons et filles. Certains rentrent chez eux quotidiennement, d'autres sont internés. Fondé par Serigne Moustapha Gueye, disciple de Cheikh Ahmadou Bamba, Yarwaï est un village qui place l'éducation islamique au centre de ses activités. Au-delà de l'apprentissage du Coran, on dispense aussi des cours sur les autres sciences islamiques. Le Coran doit être systématiquement accompagné par les autres connaissances islamiques pour acquérir un savoir optimal. Bien vrai que le Coran est le fondement. Après Yarwaï, nous avons fait un tour à Diourbel, commune. Ici également, il y a des daras. Certains sont modernes à l'image de cet internat. L'établissement accueille des dizaines d'apprenants venus d'horizons divers. Ici, il y a des internés. Certains viennent le matin, marquer ensuite une pause et revenir dans l'après-midi. D'autres viennent le matin et rentrent à la fin de la journée. Dans ce dara moderne, le système d'enseignement et les supports et outils utilisés s'adaptent à l'ère du temps, une méthode qui permet de faciliter l'apprentissage. Dans ce dara, on travaille quotidiennement pour sa modernisation. Ici, les pensionnaires ne mendient pas. Ils prennent tous leur repas dans l'internat. Ils sont logés, nourris, blanchis. Les cours démarrent à 8 h. 12 h, on marque une pause pour reprendre à 15 h et terminer à 18 h. Mais les internés, ils étudient la nuit et à l'aube. À Diourbel, l'enseignement des sciences islamiques a toujours occupé une place de choix avec la politique de modernisation des daras initiée par l'État du Sénégal. Certains s'adaptent à la nouvelle donne. Je vous l'annonçais également au début de journal, le lac Rose menacé de disparition. Cet endroit, jadis paradisiaque, offre aujourd'hui un visage moins reluisant. Vous allez le voir, depuis l'année dernière, il a perdu sa fameuse couleur rose, une situation qui a mis au chômage plus de 3000 travailleurs. Gros plan sur le lac Rose avec Mariam Biramba. Un coussin abandonné. Un tamis qui servait à extraire du sel au fond du lac, à même le sol. Des barques sous l'emprise des eaux. Les rives du lac Rose, tout comme ses environs, sont complètement devenus déserts et insalubres. Le lac Rose a perdu sa couleur. Il est devenu une grande étendue grisâtre. La situation présente vraiment du lac Rose est une situation vraiment désolante. Parce que qui connaissait le lac Rose et qui revient aujourd'hui au lac Rose voit que vraiment il y a totalement une nette différence. Parce qu'auparavant, les eaux du lac étaient roses. Il y avait tout le temps des activités autour du lac.
Mais présentement, on a perdu tout cela depuis août 2022. Jadis très animé, le lac Rose est devenu depuis la nuit du 20 au 21 août 2022 un lac morose. Toutes les activités qui se développaient tout autour sont gelées après la montée du niveau de l'eau. Un phénomène dû au drainage des eaux depuis la banlieue dakaroise vers le lac Rose. Malgré différents efforts fournis par nous-mêmes, vraiment, on n'a pas pu maîtriser la situation et vraiment, ça nous a causé beaucoup de dégâts vraiment au niveau du site du lac Rose. Le lac, c'est un lac hyper salé. C'est-à-dire c'est un lac qui est, selon certains résultats de la recherche, 4 à 10 fois supérieur en termes de salinité par rapport à l'eau de mer, selon les périodes. Et c'est cette salinité-là, en fait, favorise le développement d'une microalgue qui s'appelle Dunaliella salina. Cette microalgue, en fait, pour résister contre la salinité, mais également contre la forte luminosité, exprime un pigment de caroténoïde. C'est ce pigment-là, en fait, qui donne la couleur rose. Avec l'action anthropique, il y a la pollution, il y a la production des eaux usées, il y a les fosses qui ne sont pas forcément étanches, il n'y a pas forcément un réseau d'assainissement liquide qui peut drainer les eaux usées. Le sel, c'est davantage dilué. Conséquence, la couleur rose qui faisait la particularité du lac a disparu. Et justement, c'est elle qui attirait du monde sur les lieux, particulièrement les touristes. Cette dame et sa petite famille sont venues des Yvelines, en France. Il n'est pas rose aujourd'hui, mais on nous a expliqué pourquoi il n'était pas rose. Et on comprend, on peut pas. De toute façon, c'est la nature. Hein. La nature, elle fait ce qu'elle veut, quoi. Hein. C'est un peu triste de ne pas le voir rose, mais tant pis. Au moins, on l'aura vu quand même. Outre le tourisme, cette montée des eaux a été et reste toujours une catastrophe économique pour les ouvriers qui s'activaient dans l'extraction du sel. Selon les dernières estimations, en tout, 7000 tonnes de sel ont été emportées par cette augmentation du niveau des eaux. Tu vois cet abri là-bas? C'est ma place. Il y avait là-bas des tonnes de sel qui sont finalement noyées par les eaux. Ce chemin que vous voyez là-bas a été coupé par les eaux. Des eaux qui ont été pompées à Kermassar, Ouembam et bien d'autres endroits. Et pourtant, avant cela, il n'y avait pas de problème ici. Un an presque, jour pour jour, les ouvriers ne peuvent toujours pas récupérer le sel cristallisé au fond de l'eau. Le lac a aujourd'hui une profondeur de 6 mètres contre 2 à 3 habituellement. Une situation qui a poussé Baba Dembélé, malien, qui travaille sur ce site depuis 2006, à se reconvertir en ramasseur de coquillages. Si tu travailles, tu peux avoir un peu. Mais si tu ne travailles pas, tu es pauvre. En coquillage aussi, il n'y a pas de l'argent. Une sac à 300 ou bien 250. Tu peux faire la journée pour avoir 5 sacs ou bien 6 sacs, c'est difficile. C'est à cause de ça, les gens qui enlèvent les sels là, il y a beaucoup qui partent au Mali ou bien partent à un autre pays. On est des artisans et on ne connaît que ce corps. Et depuis l'année dernière, avec la quantité d'eau qu'on a mis dans ce lac, ça nous a énormément causé de problèmes. Et vous voyez que tout autour du marché, beaucoup de boutiques sont dans le lac. Et beaucoup même des marchandises sont parties. Cette situation a entraîné un manque à gagner. On exploite 60 000 tonnes de sel par an. 60 000 tonnes de sel par an, ce n'est pas 6 tonnes de sel. Et toutes ces 60 000 tonnes de sel qu'on récolte au lac Rose sont restées maintenant naillants parce que depuis un an, on n'a rien exploité. Or, on fournissait la sous-région. Donc, pour satisfaire nos clients de la sous-région, on est obligé de se rabattre vers les autres régions productrices de sel comme Kaolack, Fatick, Saint-Louis et Kaffrine. Donc là, vraiment, c'est des problèmes. Donc vraiment, nous implorons, je peux dire, aux autorités de faire tout pour que vraiment les eaux n'arrivent plus ici au lac Rose. Pour que le lac redevienne rose, il faudrait que les conditions qui ont prévalu
au moment où le lac était rose, que ces conditions-là reviennent. Pour cela, il nous faut d'abord les données anciennes sur quelles étaient les caractéristiques physico-chimiques et microbiologiques du lac avant qu'on ait ajouté de l'eau, et essayer de voir qu'est-ce que nous devons faire pour retrouver ces caractéristiques-là. Mais en une année ou deux, si on laisse comme cela, l'évaporation va se faire. Je ne peux pas dire qu'en une année ou deux, on peut récupérer le lac. Cela demande des études. Et je pense que c'est peut-être l'occasion pour l'État de mettre en place une équipe pluridisciplinaire avec différentes expertises qui vont travailler ensemble pour voir quelle serait la solution pour que le lac retrouve sa couleur rose, mais aussi pour éviter que le lac soit à nouveau pollué. Les autorités, en collaboration avec la Banque mondiale, comptent réaliser des bassins de rétention pour capter le surplus des eaux, afin que le lac qui a perdu de sa superbe ne meure pas. Le lac Rose incite à sauvegarder absolument. Les nouvelles de Adama et Awa, les sœurs siamoises opérées le mercredi 9 juillet à Albert Royer, se portent très bien. 9 jours après leur séparation, elles peuvent rentrer à la maison. Les bébés ont quitté le centre hospitalier Albert Royer en fin de matinée. Ramatadem a assisté à leur départ. Le bonheur total pour cette grand-mère. Elle peut désormais porter sa petite fille et lui faire autant de câlins qu'elle souhaite. Une bénédiction pour cette famille qui n'espérait pas vivre une telle joie. Aujourd'hui, grâce à l'équipe de chirurgiens, d'anesthésistes et autres spécialistes, Adama et Awa sont des sœurs siamoises séparées depuis le 9 juillet et peuvent désormais vivre librement. On a beaucoup souffert de la situation des jumelles. Grâce à Dieu, tout ceci est terminé. Nous prions pour tous ces médecins et vous tous. di ñaanal mbokk jullit yi tamit di leen ñaanal yéen tamit yéen ñi taxaw xale yi boo ñu waxee ne xale dañuy opérer ba tey yéen a ngi taxaw guddeeg bëccëg. Nous prions pour tous ceux qui n'ont ménagé aucun effort pour le mieux-être de ces jumelles. Nous remercions tout le monde. Nous rendons grâce à Dieu. di sant mboolem jullit yëpp di sant suñu borom bi nga xamante ne moo leen ko teg te teggi na ko tey jii mu ngi nii tey kenn ku ne mu ngi am jàmm yéen tamit yal na leen yàlla may jàmm. Nous sommes très heureux. Nous prions aujourd'hui pour que Dieu nous donne un toit pour le mieux-être des jumelles. Rien n'a été laissé au hasard. La surveillance après l'opération a été bien synchronisée, tout un dispositif mis en place pour éviter tout risque lors de leur réveil. Bon, alhamdulillah, les filles se sont très bien comportées d'ailleurs. Bon, on aurait voulu les extuber peut-être juste après l'intervention, mais par mesure de prudence, on les a amenées au bloc opératoire, à la salle de réveil, pour les extuber là-bas quelques heures après. Et après extubation, vraiment, elles étaient stables. Les deux filles étaient vraiment stables. On les scopait. C'est pourquoi on les avait gardées là-bas pendant au moins 2 jours. Et en post-op, on avait prévu tout. Même l'équipe de garde était vraiment sensibilisée par rapport à la surveillance pour qu'ils prennent toutes les dispositions pour au moins, parce que ça ne sert absolument à rien du tout de faire l'intervention et que quelques heures après, qu'on ait des conséquences vraiment peut-être qu'on n'attendait pas. C'est l'heure de rentrer, certes, pour ces jumelles qui vont à la maison séparées. Mais le travail ne s'arrête pas là. Il faudra encore être très, très prévenant envers ces petites jumelles qui se remettent à peine de leur séparation. En plus, il y a un suivi qui va continuer après avoir rentré à la maison. C'est surtout une surveillance à la maison, l'alimentation qu'il faut continuer à faire. Ils vont revenir ici pour faire leur pansement. Ils vont revenir ici pour voir le pédiatre. Ils vont revenir ici aussi pour voir le diététicien parce que c'est très important. C'est en fait, comment dirais-je, une intervention multidisciplinaire. Il y a les anesthésistes, les pédiatres, les diététiciens. Tout le monde est convié pour que la prise en charge soit effectivement correcte. L'opération des Siamoises est un véritable succès pour ces médecins qui ont passé 3 heures de temps au bloc pour leur offrir un nouveau destin. C'est donc dans les bras de maman et de mamie qu'elles pourront retrouver tranquillement les autres membres de leur famille qui les attendent avec impatience à la maison.
Longue vie aux sœurs siamoises. Sport, volleyball féminin après la finale masculine remportée par Isaac Sport au championnat national 2023. Place à la finale féminine remportée par le Saltigué de Rufisque aux dépens de Diofior Volleyball Club. Jacob Dir est en Aragnaï. Saltigué de Rufisque à la fête. Les filles rouges championnes du Sénégal se sont succédées à elles-mêmes face à une très bonne équipe de Diofior, une équipe très courageuse et conquérante. La finale féminine a réuni tout ce que cela promettait sur le plan technique, sur le plan de l'adversité, l'agressivité dans le bon sens et surtout au niveau de la grande diagonale. Il faut dire qu'au premier set, ce sont les joueuses de Diofior qui se sont imposées sous la houlette de leur capitaine. Il s'agit bien sûr d'Aminata Diouf. Le Saltigué de Rufisque va répliquer dans le bon sens et va égaliser. Et donc la remise des pendules à l'heure. Une réplique qui va coûter cher à l'équipe de Diofior puisque le Saltigué non seulement égalise, mais également amène les équipes au troisième set décisif pour l'équipe du Saltigué grâce surtout aux services smatchés de bonne qualité de ses joueuses, mais aussi les services tennis. Il faut dire qu'il y avait de la qualité au grand bonheur de l'équipe de Rufisque et de leur encadreur. Je pense que l'objectif reste vraiment l'Afrique, on est d'accord. Donc on n'a plus rien à prouver. Cela dit que c'est bien de gagner une finale, tout ça. Et je pense qu'en toute fausse modestie, c'était juste des formalités. Et on est content, donc on s'est amusé, c'était l'essentiel. Un spectacle très coloré, la bonne cérémonie protocolaire de remise des récompenses. C'est un sentiment de satisfaction qui nous anime, dans la mesure où vraiment nous avons eu une belle prestation de la part des deux équipes finalistes. Et ça montre que vraiment il y a un travail qui est fait dans les clubs. Et d'ailleurs, ces clubs n'ont pas manqué de se déplacer avec chacune de leurs écoles de sport qui ont animé tout au long de cette finale. Et ça aussi, ça nous fait plaisir. La question que l'on se pose est la suivante. Qui arrêtera les filles venues de la fille de Mamkoumba Lamba? Basket, tournoi pré-olympique, le Sénégal remporte son deuxième match face au Mali sur le score de 74-71. Fatmata Savané. Et la victoire du Sénégal face au Mali, 74-71, un match extrêmement difficile. Deuxième sortie, deuxième victoire pour les Lions du basket. Ils ont surclassé les Aigles du Mali, 74-71. Un match que les Sénégalais ont bien démarré en remportant le premier carton, 19-16. Magnifique. Oh là là, super. La fête. Le deuxième carton sera malien. Séné Dramé et ses coéquipiers arrivent à revenir au score et à remporter le carton à la mi-temps, 38-33 pour le Mali. On dépend tout ça. Fin de la première période, 38-33, 5 points d'écart en faveur. De retour des vestiaires, les Lions prennent en charge le début du troisième carton en mettant un 9-0. Mais ils seront de nouveau rattrapés par les Maliens par un 14-10. À la fin du troisième carton, le score est de 54-49 pour le Mali. Finalement gagné par le Mali. Malgré 13 lancers francs manqués, l'équipe de Mamadou Gueye Pabi reste concentrée au bon moment et efficace. Moustapha Diop, Lamine Samb et les autres ont assuré aux côtés de Brankou Badio et de Jean-Jacques Boissy. Le Sénégal fait l'essentiel pour ce match. Les Lions vont affronter le vainqueur de Tunisie-Guinée dans le groupe B. Ils ont réussi à revenir. Nécrologie pour terminer, le monde de la culture en deuil. L'acteur Mentor Ba a été rappelé à Dieu dans la nuit du mercredi au jeudi 17 août 2023. Il a participé dans plusieurs séries sénégalaises. La levée du corps a eu lieu à l'hôpital principal de Dakar, suivi de son enterrement à Touba. La RTS présente ses condoléances à la famille éplorée. Voilà, mesdames, messieurs, qui m'a fait cette présente édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous.